Dominique Di Grande est donc Head of Solutions and Alliances Corporate Performance Management, ça tombe bien, c'est le sujet dont on parle, chez Talentia. Un petit mot déjà de l'entreprise. Exactement. Alors, bonjour à tous, une deuxième fois après le jingle. Alors, Talentia Software, c'est un éditeur de logiciels. On est sur un spectre relativement large qui va de la gestion du capital humain, traitement de la paye, comptabilité et pilotage. Donc moi aujourd'hui je représente le pilotage, donc société européenne, 500 personnes, très forte présence France, Italie, Suisse, mais également le reste de l'Europe, environ 1000 clients, voilà, plutôt des ETI. On va parler de l'IA autour du CPM. De quelle IA est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est de l'IA générative dont on parle? Comment je fais pour avancer le slide, ça? Ouais, voilà. Encore une fois. Bien vu. Voilà. C'est pas bon déjà. La technologie, je maîtrise. Donc, alors l'IA générative. Alors, comme on va essayer d'être très opérationnel maintenant, c'est vrai que l'IA c'est pas un sujet facile parce que c'est très large. Donc, l'IA générative, de mon point de vue, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une tendance qui a démarré il y a une trentaine d'années et qui est censée nous amener vers ce qu'on appelle l'IA générale. Et je pense qu'on n'y est pas, et je ne sais pas quand on y sera. Par contre, ce qu'on sait très bien faire depuis une vingtaine d'années, c'est ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage machine. Et là, on apprend en permanence, et puis je crois qu'on sait déjà faire beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai mis cette frise, juste pour rappel. C'est aussi un peu des événements qui jalonnent ma carrière professionnelle, parce que moi, je viens vraiment du monde de la data. Mais on se rend compte, en fait, qu'en 97, le siècle dernier, Deep Blue battait Garry Kasparov aux échecs. Et ça a été un élément majeur au niveau de l'IA et au niveau des échecs. Et aujourd'hui, on en tire encore énormément d'enseignements. C'était en 97. En 2015, encore une petite anecdote, j'ai rejoint en fait la société qui, de mon point de vue, est le leader mondial de l'intelligence artificielle, la vraie, aujourd'hui. La société s'appelle SAS Institute. Elle a été créée par Jim Goodnight en 1979. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de sociétés qui implémentent des cas d'usage en utilisant ces logiciels. Et ça, c'est finalement un message un peu à tout le monde. En observant ce qui a été fait dans les 20 dernières années, il y a énormément de cas d'usage où on a eu des gains de productivité et qui sont inspirants. Bon, c'est le printemps, il y a une mouche qui circule, donc c'est bon signe pour la suite. Votre carrière pro, en fait, elle vous a amené à côtoyer finalement ce concept d'intelligence artificielle et ses pratiques d'IA depuis extrêmement longtemps. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter, des pratiques, des histoires que vous avez vécues dans les différents siècles de votre expérience? Oui, effectivement. Alors, j'ai choisi quelques anecdotes qui se complètent. Parce que peut-être quelque chose que je n'ai pas mentionné encore, c'est que si on veut tendre vers l'intelligence artificielle, et pour être franc, j'aime pas le mot, parce que c'est quand même très ambitieux de tendre vers cette intelligence artificielle. Mais bon, si on veut tendre vers ça, il faut construire une architecture. Et cette architecture, en fait, elle est composée de différentes pièces. Alors, la première pièce, ça c'est Deep Blue, c'est les données structurées. Je veux me projeter dans le futur en utilisant mes données historiques. Et comment je fais ça? Je le rends intelligent en venant aspirer des signaux faibles, des éléments d'hypothèse internes et externes à l'entreprise pour justement permettre la prévision. Donc ça, c'est des choses qui existent dans beaucoup d'entreprises industrielles. Alors évidemment, ce point m'amène à dire, si je ne suis pas une entreprise industrielle, je n'ai pas de production, probablement que ce cas de figure n'est pas pour moi. Donc, voilà. Donc ça, c'est un cas. Ensuite, j'ai travaillé dans le monde bancaire, en fait, où on a lutté contre le blanchiment d'argent. Donc moi, je viens de Suisse. Hein. Donc ceci explique cela. Donc ça a été un énorme chantier dans les années 2010. Là, on allait screener toutes les transactions et créer les liens entre les transactions, les personnes qui détenaient les portefeuilles
les amis de ces personnes, les amis de ses amis. Et tout ça, en fait, on faisait un screening et on visualisait ça sous leur forme d'un graphe de données. Et l'intelligence, c'était de dire, va me chercher des schémas de fraude à l'intérieur de ce travail fait en amont sur les données structurées. Donc on voit à nouveau qu'il y a une architecture, il y a des algorithmes et il y a une mise en place dans l'environnement de la société. Et ça, c'est vraiment la clé de tout. Donc ensuite, je ne sais pas si vous avez vu le Watson qui a battu les champions de Jeopardy en 2011, mais ça, c'est très très proche en fait de ce qu'on nous dit qu'il faudrait mettre en place dans les entreprises. Ça date de 2011. Donc, on voit entre 2020 et 2023 qu'il y a une accélération folle. Ça, c'est clair, qu'on ne peut pas la nier. Mais quand même, il y a une histoire. Il y a une histoire qui est longue, ça ne date pas d'hier, l'IA, et pourtant, ça n'est pas un effet de mode, selon vous. C'est beaucoup plus profond que ça, en fait, ce qui est en train de se passer là. Alors, il y a l'effet de mode, vous l'avez peut-être remarqué, et il y a la réalité derrière les mots. Et ça me fait penser à l'effet Watson du Jeopardy. Tout le monde parlait du big data. Aujourd'hui, on parle moins du big data sous le buzzword. Le buzzword est moins utilisé. Par contre, on se rend compte que le big data, il est très utile pour justement traiter des données non structurées. Donc là, on a le deuxième cas d'usage, c'est d'un côté les données structurées, les projections, les hypothèses, les simulations, et de l'autre côté, les données non structurées, la communication avec l'agent en langage naturel et la capacité justement d'en tirer des enseignements. Maintenant, il faut fusionner les deux, d'où l'importance de l'architecture. Ah, justement, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on était là pour parler au départ et on va le faire maintenant vraiment au-delà de la pensée générale sur l'IA, d'IA et de CPM en fait. C'est l'architecture, c'est le data management qui sont au cœur. En fait, est-ce qu'on peut dire que tout part de la data, pour résumer vraiment à gros traits? C'est là que ça se passe au départ. Oui, c'est vraiment de là que ça part, parce que c'est vrai que quand on appelle la démarche intelligence artificielle, on peut être perdu parce qu'on se dit « qu'est-ce que je fais demain ?» Par contre, si on dit « demain, j'ai de la donnée et j'ai envie d'utiliser des algorithmes pour enrichir cette donnée de manière automatique, que cette donnée, une fois qu'elle est enrichie, je veux automatiquement l'organiser pour en tirer des conclusions », là, je suis sur quelque chose de plus opérationnel. Je peux l'actionner, en fait. Donc l'idée est vraiment là. Maintenant, juste deux petites anecdotes avant de continuer sur l'apprentissage machine. J'ai deux exemples, en fait, dans le forecasting statistique et l'optimisation des inventaires. Nestlé, Tetra Pak, il y a 10 ans, ils ont mis en œuvre une usine à prévoir et à distribuer les produits dans le monde entier pour que, lorsqu'un client veut acheter, le produit soit au bon endroit. Nestlé, les algorithmes étaient très compliqués pour les faire apprendre. Donc évidemment, le logiciel était capable de le faire, mais la configuration de l'apprentissage était compliquée. Ça n'a pas marché. Tetra Pak, même cas d'usage, ils avaient 400 personnes qui participaient au processus de planification, de forecasting. La machine prévoyait les 400 personnes ajustées en permanence. Il a fallu au moins 3 ans pour se rendre compte en fait, que les gens ajustaient à 60-70% de cas plus mal que la machine. Donc en fait, ils détruisaient de la valeur par rapport à ce que la machine proposait. Donc, il y a la data, il y a les algorithmes, il y a l'agilité de ce qu'on met en œuvre, et ensuite, il y a la transformation culturelle. Voilà, aujourd'hui, Tetra Pak, 70% est planifié automatiquement, ça marche très bien, c'est générateur de valeur. Les 30% qui restent, il y a environ 20-25% où l'humain
doit aider la machine, et il y a entre 5 et 10% où la machine est complètement à côté de la plaque. Donc, architecture et transformation de la société. C'est pour ça, parfois, quand j'entends on met en œuvre de l'intelligence artificielle, c'est quand même un défi. C'est pas compliqué, mais ça prend du temps, de mon point de vue. Parmi les choses qu'on entend beaucoup, c'est que pour faire du data management, on peut passer par un agent IA. Alors là, on est dans le buzzword absolu du moment, mais ça a du sens, un agent IA. Mais ça a quel sens d'ailleurs? Parce que personne n'est vraiment d'accord sur la définition de ce qu'est un agent IA. Ça sert à quoi? Alors, je dirais que la définition vraiment simpliste de l'agent, c'est plus ou moins l'interface entre l'homme et la machine. Ça, c'est la définition simpliste. Et là, on l'appellerait plutôt l'assistant. Parce qu'en réalité, quand on passe une étape en termes d'intelligence artificielle, les agents sont censés se parler. Donc, c'est l'interface homme-machine, mais c'est aussi l'interface machine-machine. Et évidemment, plus les machines se parlent avant d'interagir avec l'homme, et plus la valeur ajoutée de votre intelligence artificielle est grande. Mais à nouveau, on va commencer à faire communiquer les hommes avec la machine, et étape par étape, on apporte en fait cette complexité. Et c'est un peu ce que montre finalement ce slide. Il y a la partie interface avec l'humain, qui est déjà souvent un élément de progrès avec ces fameux agents. Et ensuite, il y a toute la partie en amont, où je vais utiliser les agents pour vraiment superviser, écouter tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Dominique, il nous reste 3 minutes. Oui. 15, quelque chose comme ça. Beaucoup de choses à raconter encore, donc on va essayer de synthétiser. D'abord une question qui paraphrase une fameuse question. D'où vient l'agent, pour le coup? Est-ce qu'on le fabrique? Est-ce qu'on l'achète? On fait quoi? Alors, je pense que l'agent, on peut l'acheter et on vend les briques. Par contre, vous l'aurez compris, de ma très longue introduction, les briques, elles ont besoin d'un architecte, elles ont besoin d'un maçon, elles ont besoin de gens aussi qui testent les choses. Mais en tout cas, les briques essentielles sont je dois être capable de modéliser en fait mon entreprise. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à appeler le réceptacle de l'information ici un information hub. Je différencie le hub d'information du hub de data. Parce que la data, c'est autre chose, ça a une durée de vie différente et donc, c'est pas agile. Ici, en fait, on est dans le pilotage, on a besoin d'agilité. Donc, je modélise mon réceptacle de données, j'ai besoin d'agilité. Je collecte cette information et je la fais valider et j'ai une gouvernance autour de ce processus de validation. Et puis ensuite, effectivement, les algorithmes tournent, ils alimentent les agents et les agents interagissent avec les humains et l'information retourne dans le modèle pour l'enrichir et lui permettre d'apprendre. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. Et là, on est dans le monde des assistants. Le jour où on a des agents autonomes, l'agent fait tout ce travail, pousse l'information à l'agent suivant, qui lui, en fait, va en faire quelque chose, l'enrichir, faire des simulations, tourner des scénarios, appliquer des probabilités, et faire remonter l'alerte que lorsque c'est nécessaire à la personne. Donc ça, aujourd'hui, on sait le faire. La différence entre un agent et un assistant, vraiment en un mot, c'est quoi? En un mot, on va dire que l'assistant, par exemple, c'est quelqu'un qui connaît la documentation de l'outil par cœur, et vous lui dites, c'est un outil de pilotage, de consolidation, j'ai vendu un groupe de 4 sociétés, est-ce que tu peux me reconfigurer l'outil, puisque tu connais parfaitement la documentation, le plus rapidement possible, pour que dans cette nouvelle configuration, l'outil soit à jour. Donc, pas besoin d'aller chercher un consultant, pas besoin de se rappeler « Ah oui, j'avais fait ça il y a 3 ans, comment ça marche ?» etc. Donc, l'assistant, c'est vraiment celui à qui on pose ce genre de questions. Question générale, une fois qu'on a choisi entre assistant ou agent, comment est-ce qu'on met en place la supervision pour le coup, je vais parler français. Ouais.
Alors, la supervision, elle est vraiment... alors, c'est l'histoire de la fréquence. Il y a des choses qui vont s'exécuter une fois par mois, une fois par an, et il y a peut-être en fait des sous-processus qui, eux, vont tourner en permanence. Chercher les signaux faibles, en général, auprès de vos parties prenantes, sur les réseaux. Voilà, ils vont superviser les réseaux faibles, et quand ils détectent quelque chose, ils les poussent jusqu'au prochain agent ou jusqu'à l'humain qui va ensuite décider si oui ou non l'information est pertinente. Si elle n'est pas pertinente, la machine l'intègre et la prochaine fois ne la reproposera plus sous cette forme. Dans les vraiment quelques secondes qui nous restaient, puisqu'on a dépassé le temps, qu'est-ce qui est automatisable et automatisé chez vos clients aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de tests. Les clients testent un peu tous ces types d'algorithmes en fonction de leur industrie, en fonction de la taille de leur entreprise, en fonction de leur maturité. Et donc, il n'y a pas tant de mise en production que ça. Mais si je devais conseiller quelque chose, parce qu'on a déjà fait l'erreur avec la digitalisation, il faut aller rechercher des gains de productivité. Donc, on peut tester tout un ensemble de choses dans un bac à sable, mais il y a un moment, un projet, il faut qu'on lui associe un gain de productivité. Et si ce gain de productivité n'est pas clairement défini en amont, il ne faut pas lancer le projet. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper. Parfois, on dit ça va être un gain de productivité, et finalement, pour une raison ou une autre, on n'obtient pas l'objectif. Ce n'est pas grave. Mais ce qui est important, en fait, c'est de se dire l'objectif, c'est de gagner en productivité. Merci beaucoup, Dominique Digrandé. La suite, c'est là-bas, sur votre corner, de l'autre côté de la paroi. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Talentia et puis de nous avoir invités. Et de CPM.